Bonjour Emmanuel Petiot. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de DINOV. Vous n'êtes plus nouveau venu, hein, puisque DINOV est coté sur Alternex depuis maintenant 5 ans, c'est ça? C'était en 2010. 2010, oui. Vous êtes donc DINOV est une société qu'on classe dans les biotechnologies vertes, puisque votre actif principal, c'est une bactérie, le déinocoque. Une bactérie qui a, je crois, 3 milliards d'années, un peu plus même. 3 milliards et demi, vous avez oublié 500 millions d'années, c'est pas mal. Une broutille. Qui a des propriétés assez extraordinaires. Cette bactérie, vous allez nous l'expliquer. Et donc, votre travail consiste à élaborer donc, des souches, à les sélectionner et à faire en sorte que cette bactérie fabrique, à partir de déchets agricoles ou de déchets urbains, des biocarburants, de l'éthanol, des molécules aussi utiles dans toutes les applications de chimie, par exemple. Donc de la biomasse au biocarburant, en quelque sorte. Alors depuis 2010, il y a eu pas mal d'avancées, je crois, on peut le dire. Et vous allez nous en parler. On peut peut-être commencer cette présentation par l'actualité, puisque hier soir, vous avez annoncé une avancée importante pour la société. Vous avez réussi une étape de production pré-industrielle. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est effectivement une étape très importante pour DINOV. Ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que plutôt que de multiplier les essais, qui sont importants, cela étant dit, dans nos laboratoires, on a réussi pour la première fois à faire un essai en dehors de nos laboratoires, dans des fermenteurs de beaucoup plus grosse capacité, donc 15 fois plus gros que les plus gros que nous avons dans nos laboratoires, avec des résultats qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on a obtenus dans nos laboratoires. Ce qui veut dire que la technologie est n'est plus en phase laboratoire, mais en phase pré-industrielle. Ça veut dire qu'on a réussi à démontrer que dans une géométrie de fermenteurs différentes, dans des conditions extérieures, donc très proches de la commercialisation, on arrive à fabriquer de l'éthanol de seconde génération, donc avec des sucres qui ne sont pas simplement des sucres alimentaires, mais des sucres de seconde génération, c'est-à-dire C6 et C5, et bien qu'on arrive à fabriquer de l'éthanol dans des quantités qu'on peut envisager comme étant commerciales. Donc c'est une étape fondamentale. On n'avait jamais réussi ça auparavant. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière étape avant l'étape industrielle? Et justement, cette étape industrielle, c'est pour quand et comment elle sera financée? Donc très bonne question. Donc effectivement, c'est une des premières étapes pré-industrielles. Il faudra ensuite répéter ces essais, non pas dans les fermenteurs de 300 litres, mais dans des fermenteurs à l'échelle du mètre cube. Donc 300 litres, 0,3 mètre cube. Il faudra en faire à l'échelle du mètre cube, de 2 mètres cubes, de 3 mètres cubes, etc. Donc on a encore un petit peu de chemin, mais pas énormément, puisqu'on considère qu'on est en mesure de générer nos premiers chiffres d'affaires dans 2 à 3 ans. Donc vous voyez qu'on arrive à une étape où là, on peut envisager la commercialisation et donc la génération d'un chiffre d'affaires effectif pour DINOV. Alors la manière de le financer, évidemment, on pourra en reparler, mais aujourd'hui, on a un niveau de cash satisfaisant. On est financé pendant encore une année et on a évidemment différentes options. On va peut-être y revenir plus tard, mais ce qui est peut-être important de spécifier, c'est que l'étape industrielle, c'est pas vous qui la financez, c'est le partenaire avec qui vous espérez conclure. C'est ça. C'est vrai. L'usine, c'est pas vous qui la financez. Donc on a un modèle de licence, c'est-à-dire qu'on réplique nos essais dans nos laboratoires et on compte ensuite sur à la fois nos partenaires industriels, donc on a des contrats avec 5 sociétés, on en reparlera, mais aussi avec des instituts de mise à l'échelle avec lesquels on a conclu des partenariats privilégiés et qui nous, en gros, louent des capacités fermentaires. Donc par exemple, l'essai qu'on a réalisé et qui a été annoncé hier soir est un essai qui a été réalisé au VTT en Finlande. On a un partenariat avec cette société qui nous permet de réaliser des essais, non pas chez nous, mais chez eux. Donc ça veut dire que notre modèle reste un modèle de licence où nos investissements restent limités à du matériel de laboratoire de haute technologie, des robots de clonage, des irradiateurs, des fermenteurs, mais on n'ira pas lever 10 millions d'euros pour construire une usine pilote, simplement parce que, on aurait du mal à l'amortir, parce qu'on ne pourrait pas l'utiliser en permanence, et 2, nos compétences sont des compétences assez fondamentales de microbiologie, de fermentation, donc de travail sur la bactérie, et non pas un travail d'ingénierie chimique ou de mise à l'échelle industrielle qui requiert des compétences que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc clairement un modèle de licence avec un investissement en capital limité. Je rappelle rapidement que certaines biotech américaines qui font la même chose que nous lèvent jusqu'à 1 milliard de dollars pour en définitive faire ce qu'on fait nous. Donc on est plutôt très efficace au niveau de l'argent qu'on investit dans notre recherche.
Alors en 2010, lorsque vous êtes introduit en bourse, vous n'étiez évidemment pas à ce stade de développement. C'est peut-être intéressant aujourd'hui de nous rappeler, de faire un petit tour d'horizon sur tous les partenariats que vous avez conclus depuis. Puis effectivement, c'est quelque chose qui crédibilise votre modèle et qui témoigne de l'intérêt de partenaires. Oui, c'est vrai, c'est important. Donc, on ne fait pas des essais en laboratoire pour le plaisir de les faire, hein. On n'est pas des scientifiques purs et durs et on sait qu'un jour, on devra commercialiser notre technologie. Donc, l'idée, pour nous, c'est d'aller signer des accords avec des industriels qui sont dans la commercialisation des composés qu'on peut fabriquer grâce à nos bactéries. Ça veut dire qu'on s'appuie sur la réalité de ce que vont être les ventes de Deinov dans les années qui viennent. Donc, on a signé un accord avec, dans les biocarburants, Suez Environnement, Abengoa Bioénergie, Titan Bioenergy System, et on est évidemment en négociation avec d'autres partenaires, donc qui ne sont pas publics, mais c'est important pour nous de continuer à signer des partenariats dans le domaine des spécialités, qui est un domaine extrêmement important pour nous parce que on s'affranchit là totalement de l'évolution du baril de pétrole. On a signé 2 accords, un avec Sophie Proteol pour développer des ingrédients de spécialité dans l'alimentation animale, et un deuxième accord avec Flint Hills Resources, qui n'est pas très connu en France, mais c'est une filiale de Koch Industries, qui est la plus grande société privée aux États-Unis, près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on a 2 partenariats supplémentaires dans les spécialités qui vont porter la croissance de Deinov dans les années qui viennent. Et donc pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire que lorsque ces partenaires qui ont déjà signé ces contrats, le jour où ils produiront soit du bioéthanol, soit d'autres spécialités, votre modèle économique prévoit donc des licences, c'est ça, sur leur chiffre d'affaires qu'ils réaliseront. Oui, c'est ça. C'est pour chaque litre ou kilo de produits fabriqués grâce à notre technologie, on va générer un revenu de licence qui va prendre en compte et dont le montant va être déterminé grâce à la valeur créée dans cette application. Donc, dans les biocarburants, par exemple, de 2e génération, on pense pouvoir générer des revenus de licence qui vont osciller entre, je dirais, 4 et 6% en fonction de la valeur créée. Dans les spécialités, ça peut être de cet ordre-là, ça peut être un revenu de licence plus important, puisque là, on est dans des ingrédients qui vont coûter de, je dirais, 500 à 5000 euros du kilo. Donc, on a vraiment une gamme de produits très différentes, avec de la valeur ajoutée et des produits à faible volume, mais à prix très élevé. Alors, il y a une question qui paraît évidente et qu'on a envie de vous poser. Vous parlez de biocarburants, donc ce que vous fabriquez sont des concurrents du pétrole. La chute du baril du pétrole, est-ce que ça remet en cause votre modèle en fait, puisque on imagine que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, le baril sous les $50, est-ce que ça remet en cause votre modèle en fait? Je pense que pour vous ici, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle court terme, c'est-à-dire que vous allez payer moins d'essence évidemment, moins cher à la pompe. Long terme, c'est proche d'être une catastrophe, puisqu'il faut absolument que ces voies biosourcées se développent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le pétrole, d'abord, il n'y en aura pas éternellement, et puis on n'est pas persuadé que le pétrole se vende à 20 ou 30 dollars du baril dans les années qui viennent. Mais l'idée pour nous, c'est que notre solution technologique est basée sur un coût moindre, une réduction du coût de production de l'éthanol de seconde génération, dans la mesure où nos partenaires n'auront pas acheté autant d'enzymes commerciales qu'ils ne le font aujourd'hui. C'est extrêmement important, et c'est la raison pour laquelle les partenaires qui viennent nous voir sont intéressés par notre solution, parce que plus le pétrole descend, et plus ils sont intéressés par une solution qui va leur coûter moins cher, ce qui est notre proposition de valeur pour ces clients. La deuxième chose, c'est qu'en tant que biotech industrielle, donc on est 48, on doit être flexible. Et on a cette chance d'avoir 6000 bactéries. Donc aucune autre biotech industrielle sur la planète n'a 6000 bactéries. Et donc l'idée pour nous, c'est ce qu'on a fait, et c'est pour ça qu'on a signé un accord avec Sophie Proteol et avec Flint Hills, c'est de développer de manière connexe des ingrédients de spécialité dans l'alimentation animale, l'alimentation humaine, et les cosmétiques. Donc là, on s'affranchit pratiquement totalement de la variation du baril de pétrole. Et je reviens, excusez-moi de revenir là-dessus, sur la partie biocarburant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, avec un baril si bas, que les partenaires, finalement, voient un petit peu moins l'intérêt de votre modèle, enfin de vos solutions? En fait, non. On signe des partenariats. On en négocie un là, avec un groupe américain. Donc, ça se passe très bien. Ils viennent vers nous justement parce qu'on est moins cher. Nos procédés de fabrication d'éthanol de seconde génération sont rentables en gros entre 40 et 50 dollars. Donc, on est vraiment dans la zone, je dirais, limite.
mais on est toujours dans cette zone, et donc ça fonctionne encore. Donc la réponse est clairement non, et certainement pas sur les spécialités. Maintenant, est-ce que ça nous impacte un petit peu? Oui, évidemment. Il faut qu'on soit meilleur, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette diversification de notre chiffre d'affaires par ces spécialités. Alors, ça fait 5 ans donc, que vous financez sur le marché, puisque vous ne faites pas de chiffre d'affaires, par définition, vous n'êtes pas rentable. Aujourd'hui, quel est le niveau de votre trésorerie? Jusqu'à quel horizon vous avez une visibilité? Est-ce qu'il va falloir solliciter les investisseurs pour lever des fonds et aller jusqu'au premier revenu? Où en est un petit peu la société au niveau de la trésorerie? Alors, on a un horizon de trésorerie de 12 mois, ce qui n'est pas totalement inhabituel pour une biotech, hein, quel que soit le secteur dans lequel elle opère. 12 mois de trésorerie, ça nous permet de voir venir. Donc, on est financé par des aides qui viennent de BPI France, de l'ADEME, par le crédit impôt recherche, qui est très important pour nous. On a alloué de manière spécifique dans la société des ressources pour aller chercher ce crédit impôt recherche, 1,6 million cette année. Et franchement, on le mérite, hein, on fait que de la recherche. Donc, si une société doit obtenir un crédit impôt recherche à plein, c'est bien DayNove. Et ensuite, on a un contrat garanti en apport en fonds propres qu'on a négocié avec une banque, Kepler-Chevreux en l'occurrence, qui fonctionne très bien. Alors néanmoins, 12 mois de trésorerie, ça ne vous mène pas jusqu'au premier revenu, jusqu'au premier chiffre d'affaires. Donc comment vous allez vous y prendre pour financer la suite? C'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire maths spé pour comprendre ça. Il est tout à fait possible, et on regarde différentes options, qu'à un moment ou à un autre, on décide de lever du capital, que ce soit par une augmentation classique, que ce soit par d'autres biais. Notamment, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, donc on market notre technologie aux États-Unis, qui est un pays que je connais bien, dans lequel les investisseurs sont très qualifiés, et un pays dans lequel de nombreuses voies biosourcées sont en train de se développer. La plupart des usines fabriquant des biocarburants de seconde génération aujourd'hui sont construites aux États-Unis. Il y en a un peu en Europe, un peu au Brésil, un peu en Chine, mais essentiellement aux États-Unis. Donc c'est une géographie importante pour nous, et ça nous permet ensuite de pouvoir choisir vers quelle voie on va aller pour financer la société. Mais on est très confiant dans ce domaine. Encore une fois, 12 mois de trésorerie nous permettent de voir venir. Est-ce qu'Alternext, donc le segment de marché sur lequel vous êtes coté, est-ce que c'est le bon segment pour vous? Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à transférer le titre sur Euronext C, qui donnerait une meilleure visibilité, plus de liquidité, plus de facilité pour les investisseurs de vendre et d'acheter? Vous êtes bien sur Alternext aujourd'hui? Oui, je pense que pour un investisseur, il suffit d'avoir Internet, et puis Euronext, Alternext correspond à peu près à la même chose. Donc pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Pour nous, je pense qu'il ne faut à la fois pas avoir la folie des grandeurs, mais il faut pouvoir comprendre quand on bouge, dans quelle direction et pourquoi. Euronext correspond plus à des capitalisations boursières qui sont plus élevées. Je crois que pour les investisseurs individuels, ça correspond à peu près à la même chose. Vous pouvez tout à fait acheter des actions de DayNove sur Alternext. Et je pense que pour les investisseurs américains, ce qui fait la différence, c'est Nasdaq ou pas Nasdaq. Or, on n'est pas prêt pour être listé sur le Nasdaq. Et ce qui est important pour nous, c'est que notre liquidité existe aujourd'hui, elle est réelle. On a à peu près 20 000 titres échangés chaque jour. Donc, ce n'est pas une liquidité gigantesque, mais c'est loin d'être une liquidité nulle. Donc, ça permet aux investisseurs de rentrer, voire de sortir quand ils le souhaitent. Et ça se passe très bien sur Alternext aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'un jour, on pourra passer sur Euronext, on voudra passer sur Euronext? C'est tout à fait envisageable, oui. Et toujours un chiffre qui m'impressionne assez, c'est que vous avez, et ça ne cesse d'augmenter, je crois que vous m'avez dit 5-6 000 actionnaires individuels au capital, ce qui est considérable. C'est ça, c'est le bon chiffre? Oui, c'est vrai, c'est vous, les investisseurs individuels, qui portez le cours de DayNove. Alors souvent, vous venez me voir, vous me dites pourquoi le cours n'est pas plus haut qu'il ne l'était il y a 6 mois. On est évidemment en partie responsable, mais je pense que c'est aussi les investisseurs individuels qui font le cours de bourse, et qui sont très importants, pas que pour nous, mais pour des tas de biotech en France aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous d'expliquer ce qu'on fait, vers quelles étapes on va, comment on se développe. Ça reste fondamental. Donc, et effectivement, les petits porteurs aujourd'hui sont la ressource principale de financement de DayNove. Donc pour terminer, peut-être en conclusion, pour donner un repère aux investisseurs, les premiers revenus aujourd'hui, vous les espérez d'ici quelle date? Alors on a maintenant la certitude qu'on arrivera à générer des revenus dans les 2 à 3 années. Et l'idée, c'est que plutôt que de dire que ces revenus viendront uniquement des biocarburants de seconde génération, on peut largement compter sur les spécialités, puisqu'on a signé des accords avec des industriels, qu'on avance plutôt vite et qu'on est en négociation pour la signature d'autres contrats. Et ces contrats de recherche sont plus courts que des contrats de recherche dans le domaine des biocarburants de seconde génération. Flint Hills, par exemple, le dernier contrat qu'on a signé pour des ingrédients de spécialité dans l'alimentation animale, durera 17 mois. Vous voyez qu'après 17 mois,
on saura si on a une bactérie qui fabrique les ingrédients que souhaite développer avec nous Flint Hills. Donc on ne parle plus de 5-6 ans, on parle de 17 mois. Et ensuite, évidemment, il faut que Flint Hills construise un module, mais qui est très léger, de fabrication de ce composé aux États-Unis. Donc vous voyez que vous pouvez compter sur à la fois l'éthanol de seconde génération, les spécialités, et cela dans 2 à 3 ans. Voilà, mais je crois qu'on est au terme de cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Petiot. Merci à vous. Merci.